Deux chiffres contradictoires s'imposent dans les rapports de sécurité et les communiqués officiels du Burkina Faso comme deux versions incompatibles d'un même danger latent. Alors que des millions de dollars circulent pour acheter des loyautés militaires et fissurer la chaîne de commandement, la cohésion autour d'Ibrahim Traoré semble, contre toute attente, se renforcer à chaque complot déjoué. Que signifie pour vous cette capacité d'Ibrahim Traoré à tenir dans la durée face à des pressions étrangères patientes, méthodiques, presque obsessionnelles? Et si ce bras de fer silencieux annonçait une recomposition durable de tout le Sahel? Au lieu d'ajouter un énième récit de coup d'État au Sahel, cette partie promet de montrer comment les chiffres, les flux d'argent et les réseaux cachés dessinent réellement le rapport de force autour du Burkina Faso. Vous en tirerez une grille de lecture plus claire des crises africaines. Derrière chaque tentative d'acheter des officiers, d'infiltrer la chaîne de commandement ou de présenter Ibrahim Traoré comme un simple facteur d'instabilité, se joue en réalité une bataille pour la souveraineté et le contrôle des ressources stratégiques. Ce qui semble n'être qu'une succession de complots avortés devient alors un test grandeur nature. Jusqu'où des puissances extérieures peuvent-elles remodeler la carte politique régionale par l'argent et les réseaux clandestins? Comprendre ces mécanismes, c'est aussi mesurer ce qui pourrait arriver ailleurs si ces méthodes réussissaient. Ce détail ignoré peut tout faire basculer. Un chiffre mal lu, une rumeur amplifiée, une loyauté achetée et l'équilibre d'un État peut basculer. Pour le lecteur, l'enjeu est de distinguer l'alerte réelle du récit instrumentalisé. La première fissure apparaît lorsque deux données, longtemps enfouies dans des notes de bas de page, refont surface. Plus de 10 tentatives d'assassinat ont été confirmées par les enquêteurs en moins de 2 ans. Cette accumulation, loin d'un simple hasard, révèle une pression structurée qui dépasse largement les frontières burkinabées et place Ibrahim Traoré au centre d'un affrontement géopolitique. Pour comprendre la mécanique profonde qui entoure cette séquence, il faut revenir à 2022, au moment où le Burkina Faso entre dans une zone de turbulence déjà marquée par l'instabilité politique et la convoitise économique. Le pays est situé dans un corridor stratégique du Sahel, un espace où se croisent trafic, intérêts sommés, miniers d'influences étrangères sont concurrentes. L'or, le manganèse et le phosphate y constituent autant de leviers capables d'attirer des acteurs prêts à contourner les protocoles diplomatiques classiques. Très vite, les signaux se multiplient. Agents opérant sous couverture commerciale, mallettes discrètes contenant des sommes considérables et tentatives répétées de fracturer la chaîne de commandement par l'achat de loyauté militaire. L'épisode le plus frappant survient en novembre 2024, lorsqu'un intermédiaire est arrêté avec une mallette de 5 milliards de francs CFA destinée à convaincre des officiers stratégiques de se retourner contre le pouvoir. Cette arrestation, loin d'être un incident isolé, devient l'un des premiers marqueurs d'une ingérence systémique. Les investigations révèlent ensuite des liens transfrontaliers reliant certains comploteurs à des réseaux actifs dans des pays voisins du Sahel. Ce maillage régional démontre que les foyers de tension n'étaient ni spontanés ni strictement internes. Ils s'inscrivaient dans une stratégie coordonnée visant à affaiblir la posture de souveraineté incarnée par Ibrahim Traoré. À mesure que ces éléments émergent, un schéma se dessine. Les pressions financières, les approches clandestines et les complicités locales ne relèvent pas d'une contestation opportuniste, mais d'un effort méthodique cherchant à remodeler l'équilibre politique du Burkina Faso. Cette compréhension constitue le véritable mini-révélateur de la crise. Elle déplace le centre de gravité du récit, de l'interne vers le transnational, et expose l'ampleur des forces à l'œuvre. Dans les premières semaines suivant son arrivée au pouvoir, un fil discret mais continu commence à remonter vers le sommet de l'État. Des officiers intermédiaires
signalent des approches inhabituellement coordonnées, des offres ambiguës et des propositions dont la nature même suggère une origine extérieure. Ce sont ces acteurs du terrain, souvent ignorés des récits officiels, qui deviennent les premiers guides pour comprendre comment la pression s'exerce concrètement sur les structures militaires. Leurs témoignages, fragmentaires mais concordants, révèlent une méthode patiente visant à sonder les failles de la hiérarchie. Un premier cas devient emblématique. Un capitaine basé dans le Nord est approché à 3 reprises par des individus offrant une somme importante pour rééquilibrer le commandement. Son refus catégorique, transmis immédiatement à l'état-major, déclenche une enquête interne qui met en lumière un canal d'infiltration actif depuis plusieurs mois. Cette affaire, loin de n'être qu'un incident isolé, montre comment des réseaux extérieurs testent la solidité des unités burkinabées en ciblant des postes opérationnels. Quelques semaines plus tard, un officier logistique rapporte qu'on a tenté de lui fournir un soutien matériel en échange d'informations sensibles. L'enquête conjointe menée par le renseignement militaire et la cellule diplomatique établit une connexion directe avec des réseaux opérant depuis un pays voisin du Sahel, confirmant la dimension transnationale de ces approches. Ces cas cumulés produisent un effet déterminant. Ils révèlent que la pression n'est pas diffuse, mais organisée, et qu'elle contourne volontairement les circuits institutionnels pour atteindre des maillons clés. Le récit change alors d'échelle. L'enjeu n'est plus seulement la loyauté individuelle, mais la capacité de l'appareil d'État à détecter, absorber et neutraliser une influence persistante. Le déclencheur survient lorsque les premiers signaux, longtemps dispersés, commencent à converger. À mesure que des officiers rapportent des approches insistantes, des offres financières ou matérielles et des sollicitations dont le vocabulaire trahit une origine extérieure, la perception du pouvoir change. Ce ne sont plus des anomalies isolées, mais les premières vibrations d'un dispositif plus vaste, cherchant à tester la résistance institutionnelle autour d'Ibrahim Traoré. Chaque tentative avortée constitue un indice supplémentaire. Une enveloppe, un contact discret, une promesse de promotion accélérée, puis un silence soudain lorsque les approches échouent. Ces gestes préparent le terrain comme une cartographie des vulnérabilités possibles. La montée vers le point chaud s'opère rapidement. Un premier épisode devient le révélateur structurel, l'affaire du capitaine du Nord, approché à 3 reprises avec une offre colossale destinée à provoquer une défection ciblée. Son refus et le signalement immédiat engendrent une vérification interne qui met en lumière un canal d'infiltration déjà actif depuis plusieurs mois. Ce n'est plus seulement une tentative de corruption, c'est la preuve d'une stratégie graduelle visant à fracturer la chaîne de commandement à partir de ses articulations opérationnelles. Un second événement amplifie l'alerte. L'officier logistique qui reçoit une proposition de soutien matériel contre un accès privilégié à des données stratégiques. L'enquête révèle des connexions opérant depuis un pays voisin du Sahel, confirmant que l'ingérence n'est pas improvisée, mais adossée à un réseau régional structuré. Les signaux s'accumulent, dessinant une dynamique où l'argent transnational fonctionne comme levier principal de déstabilisation. Le véritable basculement se produit dans septembre 2024. 2 actions coordonnées émergent simultanément. Un groupe cherche à prendre le contrôle d'un dépôt stratégique tandis qu'un autre contingent tente d'approcher la zone entourant le palais présidentiel. Les forces loyales, alertées à temps, réagissent en quelques minutes. Les affrontements restent limités, mais la simultanéité des opérations révèle une planification qui dépasse la simple dissidence interne.
Les documents saisis, les communications cryptées interceptées et l'arrestation de plusieurs officiers impliqués exposent des connexions internationales directes. La crise cesse alors d'être un mouvement interne. Elle devient un acte de pression géopolitique où le Burkina Faso sert de champ d'expérimentation aux ambitions extérieures. Lorsque le calme revient, une onde de choc traverse l'armée et la population. Beaucoup découvrent que les tentatives de déstabilisation s'inscrivent dans un jeu de puissance régionale où chaque intervention étrangère tente de remodeler la carte politique sahélienne. L'effet de retour est immédiat. La cohésion interne se renforce, les segments auparavant hésitants se resserrent autour d'Ibrahim Traoré et l'appareil sécuritaire adopte une posture plus centralisée. L'extérieur cherchait la fragmentation. Il obtient un recentrage inattendu. Cette phase d'après-crise inaugure un nouvel équilibre, une conscience élargie que les pressions financières, les relais transfrontaliers et les impulsions clandestines appartiennent à un dispositif conçu pour durer. Le pays comprend désormais que chaque tentative d'échouer n'est pas seulement une victoire tactique, mais une indication de l'ampleur réelle des forces à l'œuvre. Le point de départ, le baseline, s'observe dans la transition entre l'avant-crise et l'après-crise lorsque le climat initial n'était encore qu'un ensemble de tensions diffuses. À cette étape, les signaux restaient épais. Quelques approches ambiguës, des tentatives d'achat isolées, des agences opérant sous couvert commercial. Rien ne permettait encore de mesurer la profondeur réelle des réseaux en jeu ni la structure qui les soutenait. La perception interne était celle d'un environnement fragile mais maîtrisé, où la vigilance institutionnelle semblait suffisante pour contenir les dérives. Cette apparente normalité forme la première ligne de référence. Le delta apparaît lorsque les données consolidées par les services burkinabés émergent progressivement. Le premier indicateur est celui des tentatives d'assassinat recensées depuis 2022. Plus de 10 opérations ont été officiellement documentées. Ce chiffre dépasse largement le cadre des contestations internes habituelles et montre un degré d'acharnement qui implique des soutiens logistiques extérieurs. Les opérations sont sophistiquées, parfois coordonnées, révélant une continuité stratégique plutôt qu'une succession de crises spontanées. Elles témoignent d'une volonté durable de provoquer un basculement politique en visant directement la figure centrale du pouvoir. Le deuxième indicateur correspond à la saisie, en novembre 2024, d'une mallette contenant 5 milliards de francs CFA, somme destinée à acheter la défection d'officiers stratégiques. Loin d'être une initiative isolée, cette somme s'inscrit dans un flux monétaire transfrontalier dont les investigations ont retracé plusieurs canaux. L'argent devient ici un instrument de pression visant à déstabiliser la chaîne de commandement par l'intérieur, en exploitant les vulnérabilités individuelles pour affaiblir la cohésion institutionnelle. Cette dimension financière constitue un pivot essentiel du delta. Elle quantifie la détermination des réseaux extérieurs. Le troisième indicateur, tout aussi déterminant, concerne les arrestations. Plus de 50 officiers ont été interpellés pour participation directe ou coordination avec des agents étrangers. Ce niveau d'implication interne montre que la stratégie extérieure ne reposait pas sur une simple agitation périphérique, mais sur une méthode graduelle visant à retourner certains segments de l'appareil militaire. La profondeur de l'infiltration constitue l'un des éléments les plus significatifs du delta, car elle atteste d'un travail de long terme visant à installer un levier d'influence durable. La mise en perspective de ces trois données modifie la compréhension globale du phénomène. Le baseline, fait de tensions limitées, se transforme en un delta révélant une architecture hostile transnationale, mobilisant argent, relais régionaux,
et complicité interne. La réaction de l'État s'ajuste en conséquence. Centralisation accrue de l'information, renforcement de la surveillance, restructuration des postes sensibles et recentrage des unités autour des segments loyaux. C'est dans ce mouvement que la capacité de résilience institutionnelle, souvent associée à la posture d'Ibrahim Traoré, prend toute son importance. Deux lectures contradictoires dominent le débat sur la crise burkinabé. La première, souvent relayée par certains acteurs extérieurs, affirme que des interventions discrètes ou des influences assumées seraient justifiées par la nécessité de préserver la stabilité d'une région menacée par les groupes armés. Selon cette perspective, le Burkina Faso constituerait un maillon essentiel du dispositif sécuritaire sahélien et tout changement jugé imprévisible au sommet de l'État risquerait d'entraîner des débordements vers les zones frontalières. L'ingérence deviendrait alors une forme d'action préventive, destinée non à renverser un pouvoir, mais à éviter une détérioration incontrôlable de l'environnement régional. Le second argumentaire, plus institutionnel, avance que la centralisation accrue du pouvoir pourrait fragiliser la pluralité politique et limiter la coopération internationale. Dans cette vision, l'État burkinabé, en s'éloignant de ses alliances traditionnelles, compromettrait son accès à des soutiens logistiques essentiels. Les tensions internes seraient ainsi interprétées comme la conséquence d'un système de loyauté trop étroit, susceptible de vaciller si des pressions extérieures venaient à s'intensifier. Cette lecture met l'accent sur le risque d'un isolement stratégique qui aggraverait les vulnérabilités existantes. Pourtant, les données établies par les enquêtes nationales apportent une nuance décisive. Les plus de 10 tentatives d'assassinat documentées entre 2022 et 2024 ne relèvent pas de gestes défensifs, mais d'actions offensives cherchant à provoquer un renversement. La saisie des 5 milliards de francs CFA destinés à acheter des officiers indique un effort financier important, incompatible avec l'idée d'une simple mesure de précaution régionale. De même, l'arrestation de plus de 50 militaires impliqués dans des réseaux transfrontaliers montre une intention coordonnée de pénétrer l'appareil sécuritaire plutôt que de le stabiliser. Ces éléments affaiblissent les deux argumentaires initiaux. Ni la justification préventive ni la critique d'une centralisation excessive n'expliquent la profondeur de l'ingérence révélée par les faits. Les données convergent vers une conclusion plus simple et plus robuste. La dynamique observée procède d'une stratégie visant à remodeler l'équilibre interne du pays en exploitant les vulnérabilités militaires et les tensions régionales. Le pivot apparaît d'un seul coup. À partir du moment où les enquêteurs établissent que les approches financières, les contacts clandestins et les relais transfrontaliers obéissent à une même logique, la crise change d'échelle. Elle cesse d'être l'addition de complots isolés pour devenir une architecture cohérente capable d'évoluer au rythme des contre-mesures internes. La simultanéité des actions déjouées en 2024 montre que les acteurs extérieurs ont ajusté leurs méthodes, passant d'interventions ponctuelles à une pression plus fine, inscrite dans la durée. C'est dans cette recomposition que la position d'Ibrahim Traoré prend une dimension nouvelle, non pas en raison d'un discours, mais parce que chaque tentative avortée révèle une structure hostile plus vaste que prévu, dotée de ressources financières considérables et de relais régionaux capables d'adapter leur stratégie. Cette découverte agit comme un révélateur. La menace n'est plus un simple risque contextuel, elle est devenue un système. Le milieu sécuritaire comprend alors que la défense nationale doit être pensée au-delà des frontières, en intégrant les circuits financiers, les flux d'informations et les partenariats régionaux. Le midpoint s'impose ainsi. Le Burkina Faso affronte non un acteur, mais un dispositif.
Les répercussions des complots déjoués ne se limitent pas au cercle militaire. Elles s'étendent progressivement à la société, à l'économie, aux institutions et à l'équilibre régional. La mise en échec des tentatives d'ingérence déclenche un ensemble d'effets en chaîne dont l'ampleur révèle la profondeur du dispositif hostile. Le pays découvre que chaque attaque avortée produit une onde de choc qui redessine son environnement interne et externe. La population réagit d'abord par une vigilance accrue. Les tentatives répétées visant à fracturer la chaîne de commandement renforcent paradoxalement un sentiment de cohésion autour de la défense du territoire. Dans plusieurs localités, des initiatives communautaires émergent. Comités de veille, circulation plus rapide d'informations sensibles, protection spontanée d'infrastructures clés. Ces dynamiques traduisent la compréhension que les pressions extérieures ne sont plus abstraites, mais touchent directement la sécurité quotidienne. Elles créent un lien nouveau entre institutions et citoyens. Les effets se manifestent d'abord sous forme de prudence. Les investisseurs, particulièrement dans le secteur aurifère, adoptent une attitude d'attente face à l'instabilité politique révélée par les enquêtes. Toutefois, la mise au jour des flux financiers clandestins, notamment ceux destinés à acheter des officiers, entraîne une réaction interne inattendue. Plusieurs entreprises revoient leurs partenariats, renforcent leurs mécanismes de transparence et s'éloignent des réseaux opaques susceptibles d'être instrumentalisés. Cette consolidation forcée produit un environnement légèrement plus stable pour les acteurs nationaux, malgré un climat encore incertain. Les arrestations de plus de 50 officiers impliqués obligent l'État à une réorganisation profonde de ses structures. Les postes sensibles sont redistribués, les chaînes hiérarchiques resserrées et les circuits logistiques soumis à des contrôles renforcés. Cette recentralisation, souvent associée à la posture d'Ibrahim Traoré, vise à réduire les zones d'exposition. Elle crée un appareil plus compact, moins perméable aux pressions extérieures, mais exige une discipline interne renouvelée. La crise devient ainsi un levier de transformation administrative imposant de nouvelles normes de vigilance. Les effets les plus structurants émergent dans l'espace sahélien. Le Burkina Faso devient un cas observé de près par ses voisins, Mali, Niger et autres États confrontés à des dynamiques similaires. L'échec des manœuvres de déstabilisation est perçu comme un signal. Il devient possible de résister aux influences transnationales, cherchant à remodeler les équilibres politiques par l'argent ou l'infiltration. La position d'Ibrahim Traoré acquiert alors une portée régionale, non seulement en raison de ses choix politiques, mais parce qu'elle incarne une capacité institutionnelle de résistance. Une forme de solidarité sahélienne, encore discrète mais tangible, se met en place. Ces quatre ensembles d'effets montrent que la crise dépasse largement la tentative de renversement. Elle redéfinit les interactions entre société, économie, État et région, révélant l'ampleur réelle des forces en présence. Les mois à venir ouvrent trois trajectoires possibles pour le Burkina Faso, chacune reposant sur les dynamiques déjà révélées par les enquêtes et par l'échec des opérations clandestines. Aucune de ces trajectoires n'est déterministe. Elles décrivent plutôt les lignes de force qui se dessinent d'après la mise au jour des réseaux transnationaux, des flux financiers clandestins et des tentatives répétées visant à fracturer la chaîne de commandement. Si les réformes sécuritaires engagées après l'arrestation des officiers impliqués se poursuivent de manière cohérente, l'appareil d'État pourrait gagner en stabilité relative. La centralisation autour des segments loyaux consolide la discipline interne, tandis que l'assèchement progressif des flux financiers suspects réduit les marges de manœuvre des réseaux extérieurs. Ce scénario n'exclut pas les tensions. Il suggère plutôt un fonctionnement institutionnel capable d'encaisser les pressions tout en maintenant une continuité opérationnelle. La résilience observée jusqu'ici constitue l'élément le plus solide de cette projection.
Une coordination accrue entre les États sahéliens, favorisée par la visibilité du cas burkinabé, pourrait renforcer les mécanismes collectifs de résilience. L'échec des tentatives de déstabilisation sert alors de catalyseur. Il encourage une coopération régionale plus affirmée, axée sur la circulation d'informations, le contrôle des financements clandestins et la sécurisation des zones sensibles. Dans cette configuration, la posture burkinabé, souvent associée à la capacité de résistance institutionnelle, deviendrait un point d'ancrage pour une stratégie sahélienne plus intégrée. L'environnement interne, bien que toujours fragile, bénéficierait d'un filet géopolitique plus solide. Si les réseaux extérieurs parviennent à se reconfigurer malgré les pertes logistiques observées depuis 2024, une nouvelle vague de pression pourrait apparaître. Les circuits financiers clandestins pourraient retrouver des relais et certaines vulnérabilités institutionnelles, encore présentes malgré les réformes, seraient susceptibles d'être exploitées. Ce scénario n'implique pas un effondrement, mais une instabilité chronique dans laquelle les contre-mesures burkinabées seraient continuellement sollicitées au risque d'user les structures internes. La capacité d'ajustement deviendrait alors le facteur décisif. Ces trois trajectoires montrent que l'avenir du pays dépendra moins d'un événement isolé que de la manière dont les institutions géreront la tension constante entre résilience interne et pressions externes. Les révélations issues des enquêtes burkinabées ne se limitent pas à un affrontement institutionnel. Elles résonnent bien au-delà du pays et touchent différents cercles d'observateurs. Pour celles et ceux qui suivent l'évolution du Sahel, l'affaire fournit une grille de lecture nouvelle sur la manière dont des pressions extérieures peuvent façonner la trajectoire d'un État vulnérable et réorienter les rapports de force régionaux. Le premier niveau d'impact concerne la compréhension des dynamiques internationales. Les plus de 10 tentatives d'assassinat, les flux financiers clandestins et l'implication de réseaux transnationaux rappellent que l'ingérence contemporaine ne passe plus uniquement par la force militaire, mais par des dispositifs hybrides mêlant argent, influence et relais locaux. Cette réalité oblige les observateurs extérieurs à reconsidérer la façon dont les crises africaines sont construites, interprétées et relayées. Le deuxième niveau touche la perception de la résistance institutionnelle. Voir un État maintenir sa cohésion malgré l'infiltration de plus de 50 officiers et malgré les tentatives répétées de fracturer la chaîne de commandement modifie l'idée que l'on se fait du fonctionnement interne des institutions sahéliennes. La posture associée à Ibrahim Traoré illustre ce réajustement. Elle montre que la stabilité peut se soutenir non par inertie, mais par une série de contre-mouvements disciplinés et coordonnés. Le troisième niveau d'impact concerne la place du continent africain dans les récits circulant à l'international. Le cas du Burkina Faso souligne que les États sahéliens ne sont pas de simples arrière-plans géopolitiques, mais des acteurs qui absorbent, contournent ou renversent des stratégies élaborées bien au-delà de leurs frontières. L'affaire met en lumière un espace qui refuse de rester passif face aux recompositions extérieures. Ces trois niveaux invitent le lecteur à analyser la région à travers les faits plutôt qu'à travers des narratifs qui simplifient ou masquent les mécanismes réels. Sortir durablement de la pression extérieure révélée depuis 2022 nécessite une approche méthodique plutôt qu'une réaction ponctuelle. Les données établies, plus de 10 tentatives d'assassinat, plus de 50 officiers impliqués et des flux financiers clandestins d'envergure imposent une architecture de réponse structurée. La posture associée à Ibrahim Traoré n'a de portée que si elle s'inscrit dans un dispositif capable d'absorber les chocs successifs et d'en limiter les répliques. La première étape consiste en une sécurisation interne immédiate.
La rotation programmée des postes sensibles réduit les risques d'infiltration durable. Les audits trimestriels doivent vérifier les chaînes logistiques en identifiant tout flux anormal. La mesure clé réside dans le suivi mensuel des points d'entrée financiers et matériels. La deuxième étape repose sur une consolidation régionale. Élargir les alliances sahéliennes renforce la capacité de détection des réseaux transfrontaliers. L'indicateur principal tient au nombre d'accords sécuritaires opérationnels et à la rapidité d'échange des informations. Le Burkina Faso devient plus résilient lorsque la pression ne repose plus uniquement sur ses propres structures. La troisième étape vise la traçabilité des partenariats sensibles. L'imposition d'un cadre obligatoire de déclaration pour tout partenaire opérant sur des secteurs stratégiques limite les marges d'action des acteurs extérieurs. Le succès se mesure par la réduction progressive des flux non déclarés et par la stabilisation des circuits financiers internes. La quatrième étape s'appuie sur une mobilisation communautaire encadrée. Les comités locaux de vigilance favorisent la remontée d'informations en amont. L'indicateur pertinent est le délai moyen entre signalement et d'intervention, révélateur de la qualité de réponse institutionnelle. La cinquième étape passe par une protection économique ciblée. Encadrer strictement les concessions minières réduit l'exposition aux pressions économiques externes. La proportion de contrats renégociés ou sécurisés constitue le critère de suivi. Ces 5 axes construisent un environnement où chaque pression extérieure rencontre une structure cohérente, résiliente et mesurable. Revenir aux premiers signaux qui ont traversé les récits militaires, ces approches discrètes, ces enveloppes anonymes, ces propositions venues de sources jamais clairement identifiées, permet de mesurer la profondeur de la crise que le Burkina Faso vient de traverser. Ce détail en apparence anodin, mentionné dès les débuts du mandat d'Ibrahim Traoré, prend aujourd'hui une valeur symbolique particulière. Il incarne la capacité d'un État à reconnaître les indices d'une déstabilisation avant qu'ils ne prennent corps. Les événements successifs, des tentatives d'achat jusqu'aux opérations transnationales révélées en 2024, montrent que la menace extérieure ne surgit pas soudainement. Elle s'insinue, teste, puis exploite les failles si rien ne l'arrête. Pourtant, chaque maillon de la chaîne a tenu. L'armée a resserré ses lignes, les institutions ont ajusté leurs mécanismes et la population a compris que ces pressions dépassaient les querelles internes. Le motif qui relie ces instants, du capitaine approché dans le nord au réseau clandestin démantelé, raconte l'histoire d'un pays qui apprend à absorber les coupes sans céder. Une vigilance patiente peut détourner la trajectoire d'une crise. Revenir aux premiers signaux apparus dans les récits opérationnels, ces approches discrètes, ces offres enveloppées d'ambiguïté, ces contacts qui semblaient anodins avant d'être compris comme les prémices d'une stratégie, permet de saisir ce que le Burkina Faso a réellement affronté. Ce détail silencieux, observé dès les débuts du mandat d'Ibrahim Traoré, prend aujourd'hui la forme d'un repère narratif, celui qui montre comment une menace peut se construire par fragments avant de tenter une percée brutale. Les événements révélés depuis 2022 confirment que les pressions extérieures ne se manifestent pas d'un seul bloc, mais prennent appui sur une succession d'essais, d'ajustements et d'infiltrations calibrées. Face à cette progression méthodique, chaque réponse institutionnelle a compté. Les chaînes hiérarchiques ont resserré leurs mécanismes, les unités de sécurité ont multiplié les vérifications et la société a compris que ces dynamiques la concernaient directement. Le fil conducteur reliant les premiers signaux au réseau démantelé forme ainsi un motif d'endurance collective. La résistance se construit avant que la crise n'éclate. Les
Développement récent autour du Burkina Faso souligne que la souveraineté n'est jamais un cadre abstrait. Elle s'exprime dans les décisions quotidiennes, dans les réponses institutionnelles, dans la manière dont un pays absorbe ou déjoue des pressions conçues bien au-delà de ses frontières. Les enquêtes menées depuis 2022 montre qu'un État peut, même au cœur d'un environnement saturé d'intérêts concurrents, maintenir sa trajectoire en s'appuyant sur la cohérence de ses institutions et la vigilance de ceux qui les observent ou y participent. Partager ces analyses contribue à rendre visibles des mécanismes souvent négligés dans les récits internationaux. Cela ouvre un espace de discussion où chacun peut interroger la façon dont les influences extérieures façonnent les équilibres politiques et comment les sociétés choisissent d'y répondre. Comprendre les données, examiner les séquences, comparer les trajectoires. Autant de gestes qui nourrissent une lecture plus lucide des dynamiques sahéliennes. La conversation reste ouverte. Que souhaitez-vous comprendre davantage dans cette affaire?